Je suis restée figée à la réception du mariage de mon frère Nathan, tandis que ma mère levait sa coupe de champagne, son bracelet de diamant accrochant la lumière. Le mariage de ton frère était parfait, dit fièrement ma mère, tandis que toute la famille se moque de moi. Quand est-ce que ce sera ton tour? Tu n'es rien d'autre qu'un reste. J'ai souri et j'ai répondu, c'est déjà arrivé. C'est juste que tu n'as pas été invité. La salle entière est devenue silencieuse. Plusieurs paires d'yeux se sont fixés sur moi, tandis que les lèvres de ma mère, parfaitement alignées, se sont écartées sous le choc. À ce moment-là, la façade que ma famille avait maintenue pendant des années s'est fissurée, révélant la douloureuse vérité que je cachais depuis cette nuit magique sous les aurores boréales. En grandissant à Westbrook, dans le Connecticut, j'ai toujours eu l'impression d'être une doublure dans la pièce de théâtre de ma propre vie. Mes parents, Eleanor et Richard Bennett, avaient des attentes très claires à l'égard de leurs enfants. Mon jeune frère Nathan semblait y répondre sans effort, tandis que je manquais constamment à l'appel. Autumn, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, est devenue la bande sonore de mon enfance. Nathan n'avait que 2 ans de moins que moi, mais il aurait tout aussi bien pu venir d'une autre planète. Alors que j'étais attirée par l'art et la créativité, passant des heures avec mes carnets de croquis et mes appareils photos, Nathan excellait dans les sports, les études et faisait la fierté de nos parents. Notre modeste maison coloniale était un sanctuaire des exploits de Nathan. Des trophées ornaient la cheminée, des rubans décoraient les murs et des coupures de presse encadrées relatant ses victoires au baseball occupaient le devant de la scène dans le salon. Mes œuvres d'art, lorsqu'elles étaient exposées, étaient reléguées dans le couloir menant à la buanderie. L'art est un beau hobby, Autumn, disait ma mère, avec ce sourire crispé qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, mais ce n'est pas une carrière. Mon père, Richard, était moins ouvertement critique mais tout aussi dédaigneux, s'enfouissant dans son travail de comptable et n'en sortant que pour applaudir les matchs de Nathan ou secouer la tête face à ma dernière activité créative. Je me souviens encore de mon exposition d'art de fin d'études secondaires. Ma série de photographies sur les bâtiments abandonnés avait remporté la première place et le journal local voulait m'interviewer. J'ai passé des semaines à me préparer, à monter soigneusement chaque photo, à rédiger des déclarations d'artistes, et même à acheter une nouvelle robe à Nathan avec l'argent de mon babysitting. Le soir de l'exposition, la galerie était bondée de familles et de membres de la communauté. La famille de tout le monde, sauf la mienne. Maman avait appelé 1 heure auparavant. Sa voix dégoulinant de faux regrets. Nathan a un match de championnat ce soir, mon chéri. Nous ne pouvons pas le manquer. Je suis sûre que tes petites photos seront encore là demain. Je suis restée seule au milieu de mes camarades de classe et de leurs parents fiers, acceptant les félicitations avec un sourire exercé tandis que mon cœur s'effondrait. Plus tard dans la soirée, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'ai posé ma candidature à des écoles d'art à New York, loin des comparaisons et des déceptions constantes de mon pays. Lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation du prestigieux Pratt Institute, mes parents n'étaient pas très enthousiastes. New York est dangereux, a dit ma mère, et tellement cher. Le Community College d'ici a un programme d'art, n'est-ce pas? Malgré leurs protestations, j'ai fait mes valises en août. Le jour de mon départ, ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit, quand cette phase sera terminée, tu pourras toujours revenir à la maison. Je ne savais pas alors que j'échappais à bien plus que leur désapprobation. Pendant les vacances de Noël de ma première année, alors que je cherchais des couvertures supplémentaires dans le placard de ma chambre d'enfant, j'ai découvert une boîte à chaussures poussée au fond. À l'intérieur se trouvaient 5 enveloppes épaisses provenant d'écoles d'art de tout le pays, toutes adressées à moi, toutes datées de ma dernière année de lycée, toutes des lettres d'acceptation avec des offres de bourse. Mes mains tremblaient en les feuilletant. La Rhode Island School of Design, le California Institute of the Art, la School of the Art Institute of Chicago, chacune offrait une aide financière qui aurait rendu possible la fréquentation de l'école. J'ai affronté ma mère dans la cuisine alors qu'elle préparait le repas de Noël. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en laissant tomber la pile d'enveloppes ouvertes sur le comptoir. Elle a à peine levé les yeux de sa sauce aux érelles. Oh, celles-là. Elles sont arrivées après que tu te sois décidé pour Pratt. Je ne voyais pas l'intérêt de t'embrouiller. Les dates des lettres racontent une autre histoire. Elles étaient arrivées des mois avant que je ne pose ma candidature à Pratt, qui avait été mon école d'excellence, mon rêve que j'avais à peine osé espérer. Tu me les as cachées, ai-je dit, la voix étonnamment stable malgré l'ouragan qui faisait rage à l'intérieur. Certaines d'entre elles offraient des bourses complètes.
Automne, ne sois pas dramatique, soupira-t-elle, remuant avec plus de force que nécessaire. Ces écoles étaient trop éloignées. Ton père et moi avons veillé à tes intérêts. À ce moment-là, dans la cuisine qui sentait la dinde rôtie et la trahison, quelque chose s'est brisé entre nous. Le fragile espoir qu'il puisse un jour me voir vraiment, s'est évaporé comme la rosée du matin. Je suis rentré à New York après les vacances avec une nouvelle compréhension de la profondeur du contrôle de ma mère et de la complicité de mon père. Cette découverte est devenue le carburant qui m'a permis de passer 4 années épuisantes à Pratt. Toutes les nuits blanches, toutes les critiques qui me laissaient à vif, tous les petits boulots qui payaient à peine le loyer en valaient la peine parce que je traçais ma propre voie. Je leur prouvais qu'ils avaient tort, même s'ils ne le reconnaissaient jamais. Et la ville de New York m'a accueilli comme ma famille ne l'avait jamais fait. Le mouvement constant de la ville, son énergie débridée et sa célébration de l'anticonformisme ont fait de mon âme d'artiste un véritable foyer. Mais cela ne signifiait pas que c'était facile. Pour chaque opportunité, il y avait 20 refus. Pour chaque pas en avant, la réalité financière me faisait reculer de 2 pas. Mon minuscule appartement de Brooklyn est devenu mon sanctuaire et mon studio. Je partageais l'espace avec 2 autres artistes en difficulté dans un bâtiment industriel reconverti où le chauffage n'était pas fiable et où les tuyaux gémissaient comme des fantômes tourmentés. Mais les fenêtres étaient grandes, inondant mon coin d'une lumière naturelle dont rêvent les photographes. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis débrouillée pour gagner ma vie en travaillant en freelance, en faisant la serveuse et en participant occasionnellement à des ateliers d'enseignement. Ma photographie est progressivement passée de l'abstraction artistique au documentaire, capturant les histoires inédites de personnes ordinaires dans des circonstances extraordinaires. 3 ans après le début de cette existence précaire, ma première grande opportunité s'est présentée de manière inattendue. Une série que j'avais réalisée sur des immigrants âgés à Brooklyn a attiré l'attention d'une galeriste de Chelsea. Amelia Winters avait la réputation de découvrir des talents bruts. D'une manière ou d'une autre, elle avait vu quelque chose dans mon travail. Vos images ont une âme, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, ses cheveux argentés brillant sous les lumières de la galerie. Elles témoignent de la résilience de l'esprit humain. L'exposition a été inaugurée un jeudi soir pluvieux. J'avais invité ma famille, sans m'attendre à ce qu'elle vienne, mais en espérant que cette validation du monde de l'art leur ferait enfin comprendre la légitimité de mon parcours. Et la seule réponse que j'ai reçue a été un message de Nathan. Je ne peux pas venir. Maman et papa ont un truc de charité. Bonne chance. J'ai repoussé la déception qui m'habitait et me suis concentrée sur la galerie qui se remplissait de la communauté artistique de New York. Celle-ci tournait autour de la pièce, prenant des notes. Les collectionneurs examinaient les listes de prix. Des collègues photographes offraient des félicitations teintées d'une envie amicale. Et puis il est entré. Jack Taylor est entré dans ma vie comme un changement soudain d'éclairage, changeant tout dans le cadre. Grand, avec des yeux bruns réfléchis et un sourire facile, il a traversé la galerie avec confiance, s'arrêtant le plus longtemps devant mes pièces les plus personnelles. Je l'observais de l'autre côté de la pièce. Intriguée par son intense concentration. Amelia est apparue à mon coude. C'est Jack Taylor, a-t-elle chuchoté. Documentariste. Un seul à Sundance. Vous devriez vous présenter. Avant que je puisse protester, elle me conduisait à l'autre bout de la pièce. Jack, voici l'artiste qui se cache derrière ces remarquables photographies. Autumn Bennett. Voici Jack Taylor. Sa poignée de main était chaleureuse, sa voix profonde et légèrement rauque. Votre travail est extraordinaire, dit-il en me tenant la main plus longtemps que nécessaire, en particulier la série sur Madame Chen dans son appartement. La façon dont vous avez capturé sa dignité en même temps que ses circonstances, c'est exactement ce que j'essaie de réaliser dans mes films. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture de la galerie. Puis nous avons continué dans un petit café au coin de la rue. Jacques m'a raconté son enfance à Boston auprès d'un père qui buvait trop et critiquait trop librement. Il voulait que je reprenne l'entreprise familiale de construction, explique Jacques en réchauffant ses mains autour de sa tasse. Chaque fois que je prenais un appareil photo au lieu d'un marteau, c'était une nouvelle déception que je lui avais servi. Cela me semble familier, ai-je admis, ressentant un étrange soulagement de trouver quelqu'un qui comprenait. A-t-il jamais changé d'avis? Jacques a secoué la tête. Il est mort en croyant que j'avais gaspillé mon potentiel, mais j'ai fait la paix avec ça.
J'ai dû me rendre compte que son approbation n'était pas la mesure de ma valeur. Ces mots ont résonné dans l'espace vide à l'intérieur de moi qui aspirait toujours à la validation parentale. Pourrais-je un jour atteindre ce niveau d'acceptation? Notre connexion a été immédiate et forte. Jacques comprenait la dynamique de ma famille parce qu'il en avait vécu sa propre version. Là où d'autres avaient tenté de minimiser ma douleur par des platitudes, Jacques l'a validé tout en m'encourageant à définir le succès selon mes propres termes. En quelques semaines, nous étions inséparables. Nos sensibilités artistiques se complétaient parfaitement. Son style documentaire a influencé ma photographie, tandis que mon œil pour la composition a amélioré sa réalisation de films. Nous avons commencé à collaborer sur des projets, voyageant dans des communautés oubliées à travers l'Amérique pour documenter des histoires que les médias grand public négligeaient. 6 mois après le début de notre relation, nous avons reçu une subvention commune pour créer une exposition multimédia sur les communautés de pêcheurs durables en Alaska. Le projet nécessitait de vivre dans des villages isolés pendant plusieurs semaines, en suivant la vie quotidienne de familles qui pêchaient dans les mêmes eaux depuis des générations. L'Alaska au début du printemps est à couper le souffle. Le paysage semblait primitif, préservé des complications de la vie moderne. Nous avons séjourné dans une petite cabane près du village de Sitka, nous réveillant chaque matin avec des vues de montagnes se reflétant dans des eaux calmes. Pendant la journée, nous avons travaillé aux côtés des pêcheurs et de leurs familles, documentant leurs traditions et leurs luttes. Le soir, nous passions en revue les séquences et les images, planifiant le tournage du lendemain. Lors de notre dernière soirée en Alaska, Jacques a proposé une randonnée jusqu'à un point de vue connu pour l'observation des aurores boréales. La température était tombée en dessous de zéro, mais emmitouflés, nous sommes montés dans une neige immaculée. Et la clairière au sommet révèle une vue panoramique des montagnes, de l'océan et du ciel. Alors que nous restions silencieux à absorber cette majesté, une aurore boréale est apparue, dansant dans le ciel avec des rubans verts et violets. C'était magique. D'un autre monde. Comme si nous étions les témoins de quelque chose que peu d'humains voient vraiment. Automne, dit Jacques, sa voix étant à peine audible au-dessus du vent. Lorsque je me suis retournée, il était agenouillé dans la neige et tenait une simple bague ornée d'un petit saphir parfait. Tu m'as montré ce que signifie créer de la beauté à partir de la douleur. De voir le monde tel qu'il est et d'y trouver de l'émerveillement. Veux-tu m'épouser? La question est restée suspendue entre nous dans un nuage de souffle gelé. À cet instant, j'ai vu nos vies s'étendre devant nous, pleines d'aventures, de compréhension et de respect mutuel. Tout ce qui manquait au mariage de mes parents. Oui, ai-je murmuré, les larmes gelant sur mes joues. Ce qui s'est passé ensuite m'a surprise moi-même. Faisons-le demain, ai-je dit impulsivement. Ici, en Alaska, juste nous. Les yeux de Jacques s'écarquillent. Les yeux de Jacques s'écarquillent, tu es sûr? Et ta famille? Un grand mariage? J'ai pensé aux critiques inévitables de ma mère, à la façon dont elle prendrait en main l'organisation et ferait en sorte qu'il s'agisse d'apparence plutôt que de notre amour, à la façon dont elle trouverait des moyens de diminuer mes choix tout en paraissant soutenir les gens de l'extérieur. Je me suis dit, avec une conviction grandissante, que la seule personne dont j'ai besoin, c'est toi. Le lendemain matin, avec l'aide de notre guide local, nous avons trouvé un juge de paix à Sitka. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec 2 pêcheurs locaux comme témoins, sur fond de montagne et de mer. Je portais une robe crème achetée dans l'unique boutique du village, avec des fleurs sauvages dans les cheveux. Jacques portait le seul costume qu'il avait apporté pour les entretiens. C'était parfaitement imparfait, non planifié et magique. Lorsque nous avons échangé nos vœux, j'ai ressenti un profond sentiment de liberté. Ce moment n'appartenait qu'à nous, il n'était pas influencé par les attentes de la famille ou les pressions de la société. Pour une fois dans ma vie, j'avais pris une décision basée uniquement sur ce qui m'apportait de la joie. Nous avons glissé nos alliances sur des chaînes autour de notre cou, un symbole privé de notre engagement que nous pouvions garder près de nos cœurs. Notre mariage secret est devenu une belle bulle d'authenticité dans des vies souvent compromises par les attentes des autres. Pendant près d'1 an, Jacques et moi avons gardé notre mariage secret. Ce n'est pas que nous avions honte ou que nous étions incertains de notre décision. Il s'agissait plutôt d'un choix délibéré pour protéger quelque chose de précieux des jugements inévitables qui allaient suivre. Tu vas en parler un jour à ta famille? A demandé Jacques un soir, alors que nous préparions le dîner dans notre appartement. Nous avions emménagé ensemble peu après notre retour d'Alaska,
en trouvant un appartement plus grand à Brooklyn, avec suffisamment d'espace pour notre travail et notre vie commune. J'ai coupé les légumes avec peut-être plus de force que nécessaire. Quand je serai prête à faire face aux retombées, ai-je dit. Jacques a posé la cuillère en bois qu'il utilisait pour remuer la sauce des pâtes et est venu se placer derrière moi, entourant ma taille de ses bras. Tu sais que je te soutiendrai quelle que soit ta décision, a-t-il dit en posant son menton sur mon épaule. Je ne veux pas que tu aies l'impression que notre mariage est quelque chose à cacher. Je me suis retournée dans ses bras. Il ne s'agit pas de nous cacher. Il s'agit de nous protéger. Tu n'as pas vu ma mère en mode critique. Elle va tout remettre en question, de la raison pour laquelle nous n'avons pas fait un mariage en bonne et due forme à la raison pour laquelle je n'ai pas changé de nom de famille. Ce que tu peux toujours faire, d'ailleurs, dit Jacques avec un sourire. Je sais, répondis-je en l'embrassant légèrement. Mais Bennett Taylor, c'est un peu fort pour les titres de journaux. La vérité était plus compliquée que je ne l'admettais, même à Jacques. Garder notre mariage secret n'était pas seulement une question d'éviter les critiques. Il s'agissait aussi, pour la première fois de ma vie, de garder le contrôle de mon récit. Ma famille m'avait toujours dicté à quoi devait ressembler le succès. Quelle relation était appropriée, quel choix était acceptable. Cette décision n'appartenait qu'à moi, elle a été prise avec l'homme qui me voyait entièrement et qui aimait ce qu'il voyait. Nous l'avons annoncé à quelques amis proches. En leur faisant jurer le secret. Ils ont compris et ont célébré l'événement avec nous lors d'un petit dîner qui semblait plus authentique que n'importe quelle réception élaborée. Lors des événements familiaux, nous avons participé en tant que couple sérieux, mais nous avons gardé notre statut officiel pour nous, les bagues bien cachées sous nos vêtements. Lors des appels téléphoniques avec ma mère, j'écoutais ces allusions peu subtiles à l'idée de nous installer, répondant par des murmures sans engagement tandis que Jacques me faisait des grimaces à l'autre bout de la pièce. La fille de Patty Miller vient de se fiancer à un chirurgien, disait-elle. Elle est plus jeune que toi, tu sais. C'est bien, maman, répondais-je en faisant rouler mes yeux sur Jacques, qui faisait semblant de se pâmer. Notre vie commune s'est épanouie dans cet espace protégé. Nous avons poursuivi notre travail en collaboration, gagnant en reconnaissance dans les cercles documentaires. Le film de Jacques sur la communauté des pêcheurs d'Alaska a été présenté en avant-première dans plusieurs festivals, avec mes photos au générique et dans les documents promotionnels. Mon exposition sur la même communauté a été présentée dans des galeries d'art dans 3 villes. Nous avons développé des routines et des traditions, des plaisanteries internes et le type de communication sténographique qui découle d'une profonde intimité. Je ne m'étais jamais senti aussi bien vu, aussi bien accepté, aussi libre d'être exactement qui j'étais. Puis est arrivé le mardi qui a tout changé. Cela faisait quelques semaines que je ne me sentais pas bien. La faute à un emploi du temps chargé et à de mauvaises habitudes alimentaires. Lorsque j'ai failli m'évanouir lors d'une séance de photos, Jacques a insisté pour que je consulte un médecin. Et la clinique était stérile et lumineuse, avec des magazines si vieux qu'ils présentaient des célébrités qui avaient divorcé 2 fois depuis. Le médecin, une femme aux yeux bienveillants et aux gestes efficaces, a posé des questions de routine et ordonné des examens de routine. Faisons aussi un test de grossesse, dit-elle avec désinvolture, juste pour écarter la possibilité. Juste pour écarter la possibilité d'une grossesse. Géry. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes prudents. Elle a haussé les épaules. C'est la procédure standard. Il vaut mieux tout vérifier. J'ai attendu dans la salle d'examen, faisant défiler les courriels sur mon téléphone, prenant des notes mentales sur les échéances à venir. Lorsque le médecin est revenu, son expression s'était adoucie. Eh bien, mademoiselle Bennett, dit-elle en jetant un coup d'œil à mon dossier, il semble que les félicitations soient de mise. Vous êtes enceinte. Le téléphone a glissé de mes doigts sur la table d'examen recouverte de papier. Ce n'est pas possible, ai-je dit automatiquement. Nous nous protégeons. Rien n'est efficace à 100%, a-t-elle répondu gentiment. D'après vos dernières règles, j'estime que vous en êtes à 7 semaines de grossesse. 7 semaines. Mon esprit est revenu en arrière, en calculant. Et la nuit où nous avions célébré la victoire du film de Jacques dans un festival régional, le champagne, le préservatif cassé dont nous avions ri, nous assurant l'un l'autre qu'une fois n'aurait pas d'importance, mais cela avait eu de l'importance. Cela avait énormément compté. J'ai quitté la clinique avec des vitamines prénatales, des brochures et une tempête d'émotions que je n'arrivais pas à démêler. Dans le métro qui me ramenait chez moi.
Une pensée revenait sans cesse. J'allais être mère. Moi qui avais passé ma vie à me faire dire que je n'étais pas assez, j'allais avoir la responsabilité de faire sentir à une autre personne qu'elle l'était. L'idée me terrifiait et m'exaltait à parts égales. Lorsque Jacques est rentré ce soir-là, j'étais assise à la table de notre cuisine, les vitamines prénatales placées au centre comme une installation artistique. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur le flacon, puis sur mon visage. « Automne » a-t-il demandé, la voix chevrotante. « Surprise », répondis-je faiblement, tentant un sourire dont les contours vacillaient. Jacques traversa la pièce en 3 grandes enjambées, s'agenouilla à côté de ma chaise et prit mes mains dans les siennes. « Nous allons avoir un bébé ?» L'espoir dans sa voix a brisé quelque chose en moi. Son visage s'est transformé en une joie si pure que mes propres craintes se sont momentanément dissipées. Il a appuyé son front sur nos mains jointes, les épaules légèrement tremblantes. « Tu pleures ?» demandai-je, incrédule. Et elle a levé les yeux mouillés et le sourire le plus large que j'ai jamais vu. « Des larmes heureuses » m'a-t-il assuré. « Les plus heureuses. »« Tu n'as pas peur ?» Terrifié, a-t-il admis. Mais aussi, Automne, nous avons créé une personne. Une petite personne qui aura tes yeux et peut-être mon rire ridicule. Comment cela peut-il ne pas être la chose la plus incroyable au monde? Son enthousiasme était contagieux. Pendant un instant, je me suis autorisée à imaginer notre enfant, un mélange parfait de nous deux, grandissant entouré d'art, d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Puis la réalité s'est imposée. Ma famille, ai-je dit. Les mots tombant comme des pierres. Je ne leur ai même pas dit que nous étions mariés. L'expression de Jacques est devenue sérieuse. Je pense qu'il est temps, n'est-ce pas? Avant que tu ne commences à te montrer? J'ai hoché lentement la tête. Je dois trouver un moyen de tout leur dire en même temps. Le mariage, le bébé, ils vont être choqués. Et ma mère, nous aurons un petit enfant. Jacques termine fermement. Qu'elle approuve ou non la façon dont cela s'est passé. Cette nuit-là, éveillée bien après que Jacques se soit endormi, sa main protectrice posée sur mon ventre encore plat, j'ai lutté avec les implications. J'y ai créé ma propre famille, fondée sur l'amour et le respect mutuel plutôt que sur la critique et l'approbation conditionnelle. Mais les échos de mon enfance me hantaient encore. Pouvais-je être une bonne mère sans modèle à suivre? Pouvais-je protéger mon enfant des remarques acerbes et des normes impossibles d'Éléanore? J'ai fait une promesse silencieuse à la petite vie qui grandissait en moi. Tu sauras toujours que tu es suffisante. Tu ne te demanderas jamais si tu es aimée. Tu seras considérée pour ce que tu es. Et il ne me restait plus qu'à trouver comment intégrer mon passé à ce nouvel avenir, en commençant par dire la vérité à ma famille. Toute la vérité. Et la nouvelle des fiançailles de Nathan est arrivée par le biais d'un message groupé 2 semaines après que j'ai découvert ma grossesse. Ma mère a immédiatement répondu par un appel téléphonique. Elle m'a demandé, « Tu as vu ?» Sa voix est devenue plus aiguë sous l'effet de l'excitation. Nathan et Heather se sont fiancés. Elle est absolument parfaite pour lui. Son père est le premier vice-président de la First National, tu sais. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement heureuse pour mon frère, malgré l'attention prévisible portée au pédigré d'Heather. Quand est-ce arrivé, hier soir? S'extasie maman. Il a fait sa demande au Bernardin avec un diamant de 3 carats. C'est de très bon goût. Il pense à juin pour le mariage. Une vraie période de fiançailles. Pas une de ces affaires précipitées. Je me retiens de rire devant l'ironie de son commentaire. Ma main se dirigea inconsciemment vers l'alliance qui pendait maintenant ouvertement autour de mon cou à la maison. Jacques et moi avions discuté de la possibilité d'annoncer notre mariage à ma famille avant le mariage de Nathan, qui avait soudain un calendrier. Je suis heureuse pour eux. Je suis heureuse pour eux. Vous devrez réserver vos vols tôt, a-t-elle poursuivi, comme si je n'avais pas parlé. Le mois de juin est une saison très chargée pour les voyages. Et à l'automne, ma chère, vous pourriez peut-être envisager de vous faire coiffer par un professionnel pour le mariage, quelque chose de plus conventionnel. J'ai touché mes cheveux mi-longs, que j'avais récemment rehaussés de subtiles mèches violettes. J'y penserai, répondis-je sèchement. Et amener Jacques, bien sûr. Il a l'air d'être un jeune homme très sympathique. Il a beaucoup de succès avec ses petits films, me dit Nathan. Des petits films nommés aux Oscars, corrigeai-je,
mais elle passait déjà à autre chose. C'est peut-être une bonne occasion pour vous deux de réfléchir à votre propre avenir, dit-elle, sa voix prenant ce ton familier et suggestif. Tu ne rajeunis pas, Autumn, le commentaire m'a piqué, comme il était censé le faire. À 34 ans, j'étais loin d'être une ancienne, mais dans le monde d'Elinor Bennett, une femme de mon âge sans alliance était dangereusement proche de la péremption. En fait, maman, à propos de ça, oh, je dois y aller. L'organisateur du mariage m'appelle. On se parle bientôt, chérie. La ligne s'est coupée avant que je puisse formuler une réponse. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Le moment de courage s'évaporant. Au cours des mois qui suivirent, le mariage de Nathan accapara toutes les communications de la famille. Ma mère s'est transformée en un comité d'organisation à elle seule, envoyant des mises à jour quotidiennes sur les lieux, les fleuristes, les dégustations de menus et les listes d'invités. Nathan et Heather semblaient satisfaits de la laisser prendre les rênes, ce qui ne me surprenait pas. Mon frère avait toujours été heureux de bénéficier de l'approbation de notre mère, même si cela avait un coût. Alors que mes propres nouvelles n'étaient pas partagées, ma grossesse progressait, les nausées matinales laissant place à une bosse petite mais visible que je dissimulais sous des vêtements amples lors des appels vidéo. Jacques et moi avions décidé d'attendre la fin du premier trimestre pour annoncer la nouvelle à d'autres personnes que nos amis les plus proches. Mais cette étape a été franchie dans le tourbillon des préparatifs du mariage de Nathan. Il faut qu'on leur dise, a dit Jacques un soir d'avril. Tu commences à te faire remarquer. Et je préférerais que ta famille ne l'apprenne pas lorsque tu apparaîtras soudainement au mariage de Nathan avec un baby bump visible. Il avait raison. À 16 semaines, ma grossesse devenait impossible à cacher. Nous avons décidé que je leur annoncerais la nouvelle lors de l'enterrement de vie de jeune fille, auquel je participais à contre-cœur dans le Connecticut. L'enterrement de vie de jeune fille avait lieu dans un country club huppé, tout en pastel, pivoine et flûte de champagne. Ma mère avait insisté pour que j'arrive un jour plus tôt afin d'aider aux préparatifs, ce qui signifiait une nuit dans ma chambre d'enfant, entourée des vestiges d'une vie qui ne me convenait plus. Le matin de la fête, je me suis habillée avec soin d'une robe marine fluide qui dissimulait mon corps changeant. Mon alliance étant solidement attachée à la chaîne autour de mon cou, cachée sous mes vêtements. J'avais prévu de parler en privé avec ma mère avant l'événement, mais elle était en plein mode d'accueil, dirigeant les traiteurs et arrangeant les tables de cadeaux avec une précision militaire. Autumn, te voilà, dit-elle lorsque j'entrai dans la salle de banquet. Sois un cerf et aide à finir les marque-places. Je t'ai fait asseoir à côté de Thomas Miller. Il est avocat maintenant, divorcé mais sans enfant, très éligible. Je me suis figée en train d'ajuster un centre de table. Tu m'as fait asseoir à côté d'un homme éligible? Maman, je suis avec Jacques. Tu l'as rencontré plusieurs fois. Elle a fait un signe de la main dédaigneux. Cela ne fait jamais de mal de garder ses options ouvertes. Ces types créatifs peuvent être si peu fiables. Bach et moi sommes ensemble depuis 3 ans, lui ai-je rappelé? Sentant la chaleur monter à mes joues. Nous vivons ensemble. Vivre ensemble n'est pas un engagement, ma chère, répondit-elle en baissant la voix alors que les premiers invités arrivaient. C'est une commodité. Et la douche s'est déroulée comme une chorégraphie minutieuse. Heather ouvre les cadeaux avec les exclamations de joie qui s'imposent. On a joué, on a mangé, et ma mère s'est occupée de la pièce comme une politicienne, me présentant à tous les hommes professionnels sans attache présents. Malgré ma gêne évidente, Eleanor, votre fille a de sacrés yeux, a déclaré l'une des amies de ma mère en examinant les photographies professionnelles que j'avais prises comme cadeau de fiançailles pour Nathan et Heather. C'est un très beau hobby. Oui, l'automne a toujours été créatif, a répondu ma mère avec son sourire habituel. Nous espérions qu'elle se consacrerait à quelque chose de plus important. Son frère est nommé associé de son cabinet le mois prochain. Vous savez, je me suis excusée pour aller aux toilettes, luttant contre des larmes de frustration. Dans l'intimité des toilettes, j'ai pris plusieurs grandes respirations, une main se posant sur ma petite bosse pour la protéger. Nous allons briser ce cycle, ai-je murmuré à mon enfant à naître. Je le promets. Lorsque je suis revenue, ma mère m'avait entraînée dans une conversation avec Thomas Miller, qui était parfaitement gentil et manifestement aussi mal à l'aise que moi avec son activité de marieuse. À eu bout de 10 minutes atroces, je me suis échappée vers la table des desserts, où j'ai rencontré Heather en train de disposer des macarons dans son assiette. Désolée pour ma mère, ai-je dit à voix basse. Elle est en pleine crise de nerfs. Heather a souri d'un air compatissant.
Elle est certainement enthousiaste. Nathan m'a mise en garde. Elle fit une pause. Jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'on ne l'entendait pas, il m'a aussi dit que c'était toi qui en avais le plus souffert en grandissant. Je veux que tu saches que nous ne pensons pas tous que ta carrière n'est qu'un hobby. Je suis ton travail depuis que Nathan m'a montré le site de ta galerie. Tu es incroyablement talentueuse. Sa gentillesse inattendue m'a fait naître une boule dans la gorge. Je réussis à dire merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Et, Jacques a l'air merveilleux, a-t-elle ajouté. Nathan ne tarit pas d'éloges à son sujet. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la journée. Je lui ai souri sincèrement pour la première fois de la journée. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le moment était propice. Il y avait quelqu'un qui pouvait être heureux pour nous. En fait, Heather, il y a quelque chose, automne. La voix de ma mère a coupé court à ce moment. Venez rencontrer Andrew, le cousin de Heather. Il est chirurgien à Yale New Haven. L'occasion s'est évanouie. À la fin de la douche, j'étais émotionnellement épuisée et je n'étais pas prêt de partager ma nouvelle. Je suis retournée à New York le lendemain, ayant échoué dans ma mission. Le poids des secrets non partagés s'alourdissant de jour en jour. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le dîner de répétition de Nathan. Jacques et moi avions pris l'avion pour le Connecticut la veille, et nous étions descendus à l'hôtel au lieu de rester chez mes parents. Le dîner s'est déroulé dans un restaurant exclusif surplombant le port, une autre preuve du statut social de mes parents. Pendant l'heure du cocktail, j'ai entendu ma mère parler à ma tante Suzanne dans ce qu'elle pensait être un coin privé. Oui, Autumn est toujours avec ce cinéaste, disait-elle, la voix teintée de désapprobation. Ils sont tellement obsédés par leur carrière. Tous les deux. J'ai perdu tout espoir d'avoir des petits-enfants de ce côté-là. Heureusement que Nathan a trouvé Heather. Elle comprend les valeurs familiales. Je suis restée figée, un verre de martini à la main, tandis que ma mère continuait, ignorant ma présence. Entre nous, je m'inquiète pour Autumn, 34 ans et toujours en train de jouer à l'artiste. Pas de stabilité, pas de véritable avenir. Jacques semble assez gentil, mais ses partenariats créatifs durent rarement. Elle se réveillera un jour et réalisera qu'elle a raté sa chance d'avoir une vraie vie. Ma tante a murmuré une réponse que je n'ai pas entendue. J'ai essayé, soupire ma mère. Mais tu sais à quel point elle a toujours été têtue. Contraire pour le plaisir d'être contraire. Je lui ai présenté tant d'hommes convenables, mais elle insiste pour tout faire à la dure. Le verre a failli me glisser des doigts. Pendant toutes ces années. J'avais supposé que ma mère ne comprenait tout simplement pas mes choix. Maintenant, je me rendais compte qu'elle les dénigrait activement dans mon dos, me plaignant à qui voulait bien l'entendre, sapant ma relation et ma carrière du même coup. Je me suis détournée, me heurtant directement à Nathan. Ouah, sœurette, dit-il en me stabilisant. Tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai forcé un sourire, juste accablé, une grande foule. Il m'a étudié un moment. Maman t'énerve? Le simple fait qu'il reconnaisse l'effet de notre mère sur moi était surprenant. Nathan avait toujours semblé insensible à la différence de traitement entre nous. C'est à peu près ça, avouai-je. Il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule vers l'endroit où notre mère discutait toujours avec tante Suzanne. Ne la laisse pas entrer dans ta tête, dit-il doucement. Elle veut bien faire mais elle a une définition très étroite du succès. Pour ce que ça vaut. Je pense que tu es en train de tout déchirer. Avant que je puisse répondre, Heather l'a appelé. Je suis restée là, à digérer cette petite révélation selon laquelle mon frère n'était peut-être pas aussi aveugle aux dynamiques familiales que je l'avais toujours supposé. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, j'ai craqué. Jacques m'a prise dans ses bras tandis que je sanglotais ma frustration et ma douleur, le poids de décennies de critiques débordant enfin. J'en ai assez de me cacher, ai-je dit en essuyant finalement mes yeux. J'en ai assez d'avoir honte de la vie que nous avons construite, comme si elle avait moins de valeur parce qu'elle ne correspondait pas à son modèle. Jacques a balayé les cheveux de mon visage humide. Alors arrêtons de nous cacher. Demain, au mariage, portez ouvertement votre bague. S'ils demandent, nous leur dirons tout. S'ils ne le font pas, nous savons toujours qui nous sommes et ce que nous avons construit. J'ai passé la main sur ma petite bosse. Désormais visible. Tout, a-t-il confirmé. Il est temps, Automne.
Pas seulement pour nous, mais pour ce petit. Il mérite d'être célébré, pas caché. Alors que nous étions allongés dans l'obscurité de cette chambre d'hôtel, j'ai pris ma décision. Le lendemain, au mariage de Nathan, j'assumerai enfin ma vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Le matin du mariage de Nathan s'annonçait clair et parfait, comme si ma mère l'avait spécialement commandé à un service météorologique haut de gamme. Et la cérémonie devait se dérouler au Yacht Club de Westbrook, un digne bâtiment colonial surplombant le port, où mon père était membre depuis 30 ans. Je me suis réveillé tôt, l'estomac agité par des nausées matinales amplifiées par l'anxiété. Jacques s'est retourné et a embrassé mon front. Aujourd'hui, c'est le grand jour, a-t-il murmuré. Comment te sens-tu? Terrifiée, ai-je admis. Mais aussi prête. Nous avions prévu d'affronter ma famille ensemble. De présenter un front uni en révélant notre mariage et ma grossesse. Mais au petit déjeuner, Jacques a reçu un appel urgent de son producteur à New York. Il y a un problème avec le montage final du documentaire, explique-t-il en faisant les 100 pas dans notre chambre d'hôtel. La date limite de soumission au festival est ce soir, et le rendu est corrompu. Ils ont besoin de moi pour le réparer. Mon cœur s'est serré. Un jour? Maintenant? Il se passa une main dans les cheveux, visiblement déchirés. Je peux essayer de leur parler à distance, mais si ça ne marche pas. Je savais à quel point ce documentaire était important, l'aboutissement d'une année de travail et une percée potentielle pour sa carrière. Allez-y, ai-je dit, trouvant une détermination que je ne soupçonnais pas. Je peux le faire. Tu es sûr? Son inquiétude était palpable. Je pouvais sauter la cérémonie et revenir pour la réception. Jacques. C'est bon. Vraiment. J'ai touché son visage avec douceur. J'ai passé toute ma vie à chercher une approbation que je n'obtiendrai jamais. Il est temps que j'arrête d'en avoir besoin. Il m'a rapproché de lui en faisant attention à mon ventre qui grossissait. Je vous aime. Je vous aime tous les deux. Appelez-moi à la seconde où c'est fini, et je serai là dès que je le pourrai, quoi qu'il arrive. Après le départ de Jacques pour New York, j'ai revêtu avec soin la robe vert émeraude que nous avions choisie ensemble, une couleur que ma mère aurait jugée inappropriée pour un mariage de printemps. Le tissu se drapait élégamment sur mon ventre de 17 semaines, ne le cachant pas mais ne le soulignant pas non plus. Autour de mon cou, je portais mon alliance sur sa chaîne, mais aujourd'hui, je l'ai laissée à l'extérieur de ma robe, l'anneau d'or accrochant la lumière. Lorsque je suis arrivée au club nautique, les préparatifs de la cérémonie battaient leur plein. Des chaises blanches étaient alignées sur la pelouse menant à l'eau. Une arche florale très élaborée marquait l'endroit où Nathan et Heather échangeraient leurs vœux. Le personnel s'affairait à des arrangements de dernière minute tandis qu'un quatuor à cordes accordait ses instruments. Ma mère m'a repéré alors que je m'approchais de la suite nuptiale pour saluer Heather. Ses yeux se sont rétrécis en observant mon apparence, s'attardant sur mon ventre avant de se diriger vers l'anneau autour de mon cou. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, mais elle s'est contentée de serrer les lèvres et s'est détournée pour diriger un serveur portant des flûtes de champagne. Et la cérémonie elle-même était parfaite. Nathan avait l'air sincèrement heureux tandis qu'Heather descendait l'allée, et j'ai ressenti un élan d'affection pour mon frère, malgré notre histoire compliquée. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Des déclarations simples mais sincères qui m'ont fait monter les larmes aux yeux. Lorsqu'ils ont été déclarés mari et femme, je me suis surprise à toucher mon alliance, regrettant que Jacques n'ait pas été là pour me serrer la main. Et la réception a eu lieu dans la grande salle de bal du club, transformée par la vision de ma mère en une fantaisie printanière de roses blanches, de cristal et de lumière douce. J'ai pris place à la table familiale, ostensiblement, sans personne de plus, puisque le couvert de Jacques avait été enlevé à la hâte à mon arrivée en solitaire. Mon père, toujours mal à l'aise dans les grandes réunions sociales, se contentait de parler du temps qu'il faisait et de la bourse. Ma mère passait d'une table à l'autre, acceptant les compliments sur ses prouesses en matière d'organisation, me lançant parfois des regards chargés que je faisais semblant de ne pas remarquer. Après le premier plat, le champagne a commencé à couler à flots. Les invités ont porté des toasts, tous plus élogieux les uns que les autres, à propos du couple parfait et de son avenir radieux. Lorsque vint le moment des discours des parents, mon père se tint maladroitement debout, lisant sur des cartes de notes une bénédiction générique qui aurait pu s'appliquer à n'importe quel couple de jeunes mariés. Puis ma mère s'est levée, une flûte de champagne à la main, les diamants de son poignet accrochant la lumière.
Son discours a commencé de manière assez conventionnelle, louant la grâce et l'intelligence des heures, les réalisations et le caractère de Nathan. Puis elle a pivoté d'une manière qui m'a serré l'estomac. En tant que parent, il n'y a pas de plus grande joie que de voir ses enfants réussir, dit-elle, son regard balayant la salle avant de se poser sur moi. Nathan a toujours fait les bons choix. A suivi le bon chemin. Son mariage aujourd'hui avec la charmante Heather est l'aboutissement d'une vie bien planifiée. Des murmures d'approbation parcourent les invités. J'ai bu une grande gorgée d'eau, en souhaitant qu'elle soit plus forte. Une mère rêve de jours comme celui-ci, a-t-elle poursuivi. Richard et moi sommes si heureux d'accueillir Heather dans notre famille, et de savoir que Nathan poursuivra nos traditions familiales sur des bases solides. L'accent mis sur les bonnes bases n'était pas subtil. Plusieurs membres de la famille ont jeté un coup d'œil dans ma direction, leurs expressions allant de la curiosité à la pitié. Le mariage de ton frère était parfait, dit-elle en s'adressant directement à moi, de l'autre côté de la table, bien que sa voix soit projetée dans toute la pièce. Les invités se tournèrent vers moi, beaucoup hochant la tête en signe d'approbation. Quand est-ce que ce sera ton tour, Autumn? Tu ne rajeunis pas? Ma chère. Un éclat de rire retentit dans la foule. Je sentis mes joues rougir tandis que des dizaines d'yeux se fixaient sur moi. Après tout, ajouta-t-elle avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux, tu ne veux pas finir en reste, n'est-ce pas? Nouveau rire, plus fort cette fois. Ma tante Suzanne a même reniflé dans son champagne. Mon père avait l'air mal à l'aise, mais ne disait rien, étudiant la nappe avec un intérêt soudain. À ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. Toutes ces années de dévalorisation, de critiques soigneusement élaborées et déguisées en inquiétude, de déception familiale malgré mes réussites, se sont cristallisées en un seul point de clarté. J'en avais fini. Fini de me cacher. Fini de m'excuser. Fini de chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le parquet. La pièce s'est tue. Sentant peut-être la tension électrique qui régnait dans l'air. Le sourire de ma mère s'est légèrement altéré. En fait, maman, ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. C'est déjà arrivé. J'ai retiré la chaîne de mon cou et j'ai glissé la bague à mon doigt, là où elle devait être. L'année dernière. Tu n'as pas été invité, c'est tout. Le silence était absolu. La flûte de champagne de ma mère était à mi-chemin de ses lèvres, figée par le choc. Mon père releva la tête, les yeux écarquillés. J'ai épousé Jacques en Alaska au printemps dernier, ai-je poursuivi, ma voix prenant de la force. C'était parfait, juste nous deux, un juge de paix et les aurores boréales. Pas de grand spectacle, pas de liste d'invités, pas de mois d'organisation pour une seule journée, juste de l'amour et de l'engagement. J'ai placé une main protectrice sur mon ventre, n'essayant plus de dissimuler la petite mais indéniable bosse, et en novembre prochain, nous aurons un bébé. Les halètements et les murmures choqués m'ont semblé lointains, sans importance. Et la seule réaction que j'ai vraiment enregistrée a été le visage de ma mère, passant par l'incrédulité, la colère et quelque chose qui aurait pu être de la douleur avant de se figer dans un masque rigide de contrôle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Autumn, a-t-elle sifflé, son sourire restant figé à l'intention des invités. Je suis d'accord, répondis-je calmement. J'aurais préféré te le dire en privé. J'ai essayé à plusieurs reprises. Mais tu étais toujours trop occupé à organiser le mariage parfait pour ton fils parfait pour entendre parler de ma vie. Comment oses-tu, murmure-t-elle, son visage se vidant de ses couleurs. C'est le jour de Nathan. Ton frère est heureux pour toi, dit la voix de Nathan en s'avançant vers moi et en posant une main sur mon épaule pour me soutenir. Félicitations, sœurette, dit-il assez fort pour que toute la pièce l'entende. Jacques et toi méritez tout le bonheur du monde. Et la bouche de ma mère s'ouvrit et se referma sans bruit tandis que Nathan se tournait vers les invités stupéfaits. Ma sœur a toujours tracé son propre chemin, dit-il, le bras toujours autour de moi. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez elle, même si je n'ai pas toujours eu le courage de le dire. Et elle leva son verre à Autumn, Jacques et à mon futur neveu ou nièce. Après un moment d'hésitation, les autres suivirent. Heather est apparue à ses côtés, son sourire était sincère et elle m'a serré dans ses bras. Je me demandais quand tu allais le dire à tout le monde, dit-elle doucement. Nathan m'a dit qu'il s'en doutait lorsqu'il t'a vu porter une bague sur un collier à Noël. J'ai regardé mon frère avec étonnement. Je regarde mon frère avec étonnement, tu savais, il a haussé les épaules. Un soupçon d'excuse dans les yeux.
Je me suis dit que tu dirais quelque chose quand tu serais prêt. Ce n'était pas à moi d'insister. Alors que la réception reprenait maladroitement autour de nous, ma mère disparut de la pièce. Mon père s'approcha prudemment, l'expression indéchiffrable. « Vous êtes vraiment mariés ?» a-t-il demandé, la voix rauque d'émotion. Enceinte, j'ai hoché la tête, m'attendant à sa déception. À ma grande surprise, il m'a serré dans ses bras, la première véritable étreinte que je me souvienne avoir reçue de lui depuis des années. « Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'aurais dû mieux te protéger. Lorsqu'il s'est éloigné, j'ai vu les larmes couler dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et est parti à la recherche de ma mère, me laissant debout au milieu de la salle de bal. Entouré de parents curieux et de l'épave de fiction familiale soigneusement entretenue. Mon téléphone a sonné dans ma pochette. Un message de Jacques. Comment ça s'est passé? Dois-je prendre le prochain train? J'ai répondu rapidement. C'est fait. Tout est fait. Viens quand tu peux. Je t'aime. De l'autre côté de la pièce, Nathan a croisé mon regard et a levé son verre pour porter un toast en privé. Pour la première fois lors d'une réunion de famille, je me suis senti vu. Pas approuvé, peut-être, mais reconnu pour ce que j'étais réellement plutôt que pour ce qu'il voulait que je sois. C'était un début. Les suites de ma révélation au mariage de Nathan se sont déroulées par vagues. Ce soir-là, après le départ de la plupart des invités et le départ des jeunes mariés vers leur suite nuptiale, je me suis assise seule au bar de l'hôtel, émotionnellement épuisée mais étrangement paisible. Le poids des secrets que je portais depuis si longtemps s'était envolé. Remplacé par l'incertitude de ce qui allait suivre. Mon téléphone a sonné avec un message de Jacques. Je suis dans mon train, j'arrive dans 1 heure. Tu vas bien? J'ai souri à son inquiétude. Mieux que prévu, ai-je répondu. Nathan m'a surpris. Nathan m'a surpris, papa aussi. Et ta mère? J'ai hésité. Silence radio. Elle a disparu après mon annonce. Mon père l'a suivie. Pendant que je tapais, mon père est apparu à l'entrée du bar, l'air épuisé. Elle m'aperçut et s'approcha lentement, s'abaissant sur le tabouret à côté de moi avec un lourd soupir. Maman se repose, dit-il en commandant un scotch d'un geste au barman. Elle est en cours de traitement. C'est comme ça qu'on appelle ça, demandai-je, incapable d'empêcher le ton de ma voix. Il a fait tourner le liquide ambré dans son verre, sans croiser mon regard. Elle se sent prise au dépourvu? Automne. Nous le sommes tous les deux. J'ai essayé de lui dire « papa » plusieurs fois. Elle n'a jamais voulu l'entendre. Il a hoché lentement la tête. Je te crois. Ta mère. Elle a toujours eu des idées très précises sur la façon dont les choses devraient être. Quand la réalité ne correspond pas à sa vision, elle se débat. Cela n'excuse pas la façon dont elle m'a traité, ai-je dit calmement. Non, acquiesce-t-il, ce qui me surprend. C'est vrai. Il prend une longue gorgée de son scotch avant de poursuivre. J'aurais dû m'interposer davantage entre toi et ta mère. Je savais qu'elle était plus dure avec toi qu'avec Nathan, mais je me disais que c'était parce qu'elle voyait ton potentiel et qu'elle voulait te pousser. Elle n'a pas vu mon potentiel, l'ai-je corrigé. Elle a vu ce qu'elle voulait que je sois, ce qui n'a jamais été le cas en réalité. Mon père est resté silencieux pendant un long moment. Ton annonce d'aujourd'hui m'a fait prendre conscience de quelque chose, a-t-il finalement déclaré. Je ne te connais pas vraiment, Automne. La vraie toi. J'ai été tellement occupée à soutenir la vision que ta mère avait de notre famille que j'ai manqué de voir ma fille devenir la femme remarquable assise à côté de moi. Les larmes me montent aux yeux. Il n'est pas trop tard, papa. Elle s'est approchée timidement et a couvert ma main de la sienne. Parlez-moi de votre mari, de votre vie à New York. Je veux tout savoir. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai raconté des histoires sur Jacques, notre travail, nos voyages, notre appartement minuscule mais adoré. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone, y compris notre simple mariage en Alaska. Elle m'a écouté attentivement, m'a posé des questions, s'est montré sincèrement intéressé par les aspects de ma vie qu'il avait jusqu'alors ignorés. Et le bébé, a-t-il demandé, sa voix s'adoucissant. À quel stade en êtes-vous? 17 semaines, ai-je dit en posant une main sur mon petit ventre. Dont l'accouchement est prévu pour novembre. Un petit enfant, a-t-il murmuré, l'émerveillement dans la voix.
Je n'ai jamais pensé que ta mère était si concentrée sur Nathan et Heather pour fonder une famille. Es-tu déçu? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Que les choses se soient passées ainsi? Il a secoué la tête fermement. Non. Je suis désolée que nous ayons manqué votre mariage. C'était notre perte, pas la tienne. Mais je ne suis pas déçu. Je suis reconnaissant d'avoir une autre chance. Lorsque Jacques est arrivé à l'hôtel, mon père a insisté pour le rencontrer comme il se doit, en tant que gendre et non comme simple petit ami. Les deux hommes se sont serrés la main, mon père s'excusant de son attitude distante et félicitant Jacques pour notre mariage et le bébé. Prends soin d'eux, dit mon père, la voix éraillée par l'émotion. Toujours, promet Jacques. Mais Autumn n'a pas vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est la personne la plus forte que je connaisse, mon père sourit tristement. Elle devait l'être. Le lendemain matin, nous avons rejoint mon père pour le petit déjeuner. Ma mère était notablement absente. Elle n'est pas prête, s'est excusé mon père. Mais elle finira par l'être. Cela a été un choc pour son système, son monde soigneusement ordonné. J'ai acquiescé, sans surprise, mais toujours déçu. Nous nous sommes quittés en nous promettant de rester en contact de manière plus significative qu'un appel occasionnel pendant les vacances. Alors que Jacques et moi nous apprêtions à rentrer à New York, mon téléphone a sonné de manière inattendue. C'était tante Suzanne, la sœur de ma mère. Autumn, ma chère, j'espérais te joindre avant ton départ, dit-elle d'une voix chaleureuse. Je voulais m'excuser d'avoir ri hier. C'était irréfléchi. Merci, ai-je dit. Surprise par le geste. Ta mère a toujours été, elle s'est arrêtée, cherchant le mot juste, contrôlante. Même lorsque nous étions enfants, elle voulait que tout soit parfait, selon sa définition. Quand ce n'était pas le cas, elle le prenait personnellement. Cet aperçu de ma mère enfant était inattendu. Je ne le savais pas. Peu le savent, a répondu tante Suzanne. Mais je voulais que tu saches que tu n'es pas la première personne qu'elle a fait fuir avec ses normes impossibles. Ton oncle James, mon mari, ne lui a pas parlé depuis des années parce qu'elle critiquait les choix de carrière de notre fils. Je m'étais toujours demandé pourquoi l'oncle James était si rarement présent aux réunions de famille. Je n'en avais aucune idée. Elle n'en parle pas, dit tante Suzanne. Mais après avoir vu ton courage hier, j'ai pensé que tu devais savoir que tu n'es pas seule. Beaucoup d'entre nous ont ressenti la désapprobation d'Eleanor. Certains d'entre nous ont simplement appris à rester à l'écart. Après avoir raccroché, j'ai fait part de la conversation à Jacques. On dirait que tu as brisé le silence, a-t-il observé. Peut-être que d'autres suivront. Le trajet en train jusqu'à New York s'est déroulé dans le calme, chacun d'entre nous se remémorant les événements du week-end. Dès au retour dans notre appartement, nous avons repris nos habitudes, mais quelque chose avait changé. Je ne ressentais plus le besoin de me cacher ou de m'excuser pour mes choix. Pour la première fois, j'avais assumé ma vérité et j'avais survécu. Plus que survivre, une partie de ma famille s'est ralliée à moi. Une semaine s'est écoulée sans que ma mère ne me donne de nouvelles. J'ai envoyé à Nathan et Heather un cadeau de mariage digne de ce nom. Accompagné d'une note sincère les remerciant de leur soutien. Nathan a appelé pour prendre des nouvelles, signalant que notre mère gardait le silence radio sur toute l'affaire, mais qu'Heather et lui étaient ravis de la naissance du bébé et voulaient lui rendre visite bientôt. 2 semaines après le mariage, alors que Jacques et moi discutions des couleurs de la chambre d'enfant dans notre minuscule chambre d'amis, la sonnerie de notre appartement a retenti. C'était samedi après-midi et nous n'attendions personne. Un paquet, peut-être, suggère Jacques en appuyant sur l'interphone. Automne? La voix de ma mère, hésitante et tendue, a grésillé dans le haut-parleur. C'est moi. Pourrais-je monter, s'il vous plaît? Jacques et moi avons échangé un regard choqué. En 3 ans, ma mère n'avait jamais visité notre appartement, insistant toujours pour que nous nous rencontrions au restaurant ou à l'hôtel lorsqu'elle était en ville. Elle est là? Murmurai-je, soudainement nerveuse. Maintenant? Jacques m'a serré la main. C'est à toi de décider. Nous pouvons la renvoyer si tu n'es pas prête. J'ai pris une grande inspiration. Non. Il est temps d'en finir. D'une manière ou d'une autre. Lorsque ma mère est entrée dans notre appartement, elle semblait plus petite, moins redoutable. Ses cheveux étaient impeccables,
comme toujours, ses vêtements chers et de bon goût, mais il y avait en elle une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Merci de me recevoir, a-t-elle dit formellement, refusant l'offre de Jacques de prendre son manteau. Elle se tenait maladroitement dans notre salon, observant les photos sur les murs, les livres empilés sur les tables basses, les preuves de notre vie créative et épanouie. Ton père m'a dit où tu vivais. J'espère que ce n'est pas grave. C'est bon, ai-je répondu en lui faisant signe de s'asseoir. Voulez-vous du thé? Elle a acquiescé, se perchant sur le bord de notre canapé. Comme si elle avait peur de s'engager pleinement dans notre espace. Pendant que Jacques préparait le thé dans la cuisine, un silence gênant s'est installé entre nous. Les yeux de ma mère ne cessaient de se poser sur mon ventre, désormais plus nettement arrondi dans le pull ajusté que je portais. À quel stade en es-tu? Demanda-t-elle finalement. 18 semaines, ai-je répondu. Je dois accoucher le 12 novembre. Elle a hoché lentement la tête. Et vous êtes en bonne santé? Le bébé est en bonne santé? Oui. Tout se passe normalement. Jacques est revenu avec le thé, a posé le plateau sur la table basse avant de s'éclipser discrètement pour terminer sa rédaction, ce qui nous a permis d'avoir une certaine intimité tout en restant à portée de voix. Ma mère l'a regardé partir, une lueur de respect traversant son visage. Il a l'air de nous soutenir. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée, dis-je simplement. Elle tressaillit légèrement à mes mots et baissa les yeux sur son thé encore intact. Je ne sais pas comment faire, Automne, admet-elle doucement. Je ne sais pas comment être la mère de quelqu'un qui refuse de suivre la voie que j'ai tracée. L'honnêteté de sa déclaration était surprenante. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, maman, mais je ne pouvais pas vivre la vie que tu voulais pour moi. Cela aurait tué quelque chose d'essentiel en moi. Je pensais que je te protégeais, dit-elle, la voix à peine audible. De la lutte, de la déception, du désordre d'une vie non conventionnelle. Je n'ai pas peur du désordre, lui ai-je dit. J'ai peur de vivre sans authenticité, sans joie. Elle a alors levé la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Ta tante Suzanne m'a appelé après le mariage. Elle m'a dit des choses dures, sur la façon dont je t'ai traité, sur la façon dont j'ai fait fuir les gens avec mes attentes. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Et ton père? Il m'a dit qu'il en avait assez de me voir te repousser. Il m'a dit que si je n'acceptais pas tes choix, je ne te perdrais pas seulement toi, mais lui aussi. Une larme s'échappe et coule sur son visage parfaitement maquillé. Je ne sais pas comment changer, Automne, mais je ne veux pas perdre ma famille. Et la vulnérabilité de son aveu a ouvert une brèche dans ma poitrine. Pour la première fois, je ne voyais pas ma mère comme une force de critique implacable, mais comme une personne imparfaite, façonnée par ses propres peurs et ses propres limites. Pourquoi as-tu toujours été plus dur avec moi qu'avec Nathan? J'ai posé la question qui me hantait depuis l'enfance. Elle a essuyé une larme d'un doigt manucuré. Parce que tu m'as fait penser à moi, a-t-elle murmuré. Le moi que j'ai enterré. Moi aussi, j'ai eu des rêves. Autrefois. D'une école d'art. De voyage. D'une vie moins prescrite. Cette révélation m'a plongé dans le silence. Ma mère, Eleanor Bennett, avait voulu être artiste. Ma mère, votre grand-mère, m'a convaincu que c'était irréalisable, irresponsable, que je le regretterais. J'ai donc choisi la voie sûre, la voie approuvée. Elle fait un geste vague. Et quand tu as montré le même esprit créatif, la même agitation que moi, j'ai paniqué. J'ai cru que je te sauvais de la déception. En détruisant mes rêves avant qu'ils n'échouent, ai-je demandé, sans méchanceté. Elle a hoché la tête, la honte transparaissant dans son expression. Je vois maintenant à quel point c'était une erreur. Comme c'était égoïste. Nous avons parlé pendant des heures, épluchant les couches de malentendus et de blessures. Elle m'a posé des questions sur notre mariage en Alaska. M'écoutant sincèrement décrire les aurores boréales et la cérémonie simple et parfaite. Je lui ai montré des échographies de son petit-fils, et je l'ai regardé s'effondrer devant le minuscule profil de l'enfant. J'ai raté tellement de choses, a-t-elle dit, la voix brisée. Je veux faire mieux, Automne. Je ne sais pas si je peux changer du jour au lendemain, mais je veux essayer. Pour toi. Pour ton enfant. Pour notre famille. Ce ne sera pas facile, l'ai-je prévenu. Tu ne peux pas contrôler ce récit, maman. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il corresponde à ton idéal, point.
Je sais, a-t-elle reconnu, mais il est peut-être temps que j'apprenne à apprécier une autre forme de beauté, une autre forme de réussite. Avant de partir, ma mère a demandé à voir notre studio de photographie dans la deuxième chambre qui deviendrait bientôt une chambre d'enfant. Elle a étudié l'équipement, les travaux en cours, les prises accrochées au mur qu'elle n'avait jamais reconnues. Vous avez construit quelque chose de remarquable, a-t-elle admis. Tous les deux. Ce n'était pas une acceptation totale. Ce n'était pas une transformation du jour au lendemain. Mais alors que Jacques et moi nous tenions sur le seuil de notre appartement, regardant le taxi de ma mère s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, de l'espoir. Tu crois qu'elle est sincère ? A demandé Jacques, son bras autour de mes épaules. Je pense qu'elle le veut, ai-je répondu. Et c'est un début. 6 mois plus tard, par une fraîche après-midi d'octobre, Jacques et moi avons organisé une réunion dans notre appartement. Nous venions d'emménager dans un appartement plus grand à Brooklyn, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, avec suffisamment d'espace pour une vraie chambre d'enfant et un petit studio. Les murs étaient ornés de nos photographies et de souvenirs de nos voyages, créant un espace à la fois professionnel et profondément personnel. L'occasion était double. Une petite célébration de notre mariage pour les amis et la famille qui n'étaient pas présents en Alaska, et une fête prénatale pour notre fille, qui devait naître dans 3 semaines. Et la liste des invités était volontairement intime et ne comprenait que les personnes qui avaient manifesté un soutien sincère à notre parcours non conventionnel. Nathan et Heather sont arrivés les premiers, apportant une chaise à bascule antique qui avait appartenu à notre grand-mère maternelle. C'est maman qui nous l'a envoyée, explique Nathan, tandis que Jacques l'aide à le faire passer dans l'embrasure de la porte. Elle l'a trouvé dans le grenier et l'a fait restaurer. Ce geste m'a surpris. Le rocking chair représentait un lien familial, une reconnaissance de la génération suivante. C'était exactement le genre d'objet sentimental que ma mère aurait normalement gardé pour les enfants de Nathan. Nos amis les plus proches de New York sont arrivés ensuite, remplissant l'appartement de rire et de chaleur. Les parents de Jacques sont venus en voiture de Boston, apportant des couvertures de bébé faites à la main et des décennies de sagesse parentale offertes sans attente ni jugement. J'étais en train de préparer un plateau de fruits lorsque la sonnerie a retenti à nouveau. Jacques a répondu, quelques instants plus tard, mes parents ont franchi la porte. Mon père portait un gros cadeau emballé, tandis que ma mère tenait son sac à main avec une nervosité inhabituelle. 6 mois avaient apporté des changements graduels mais significatifs. Les appels téléphoniques hebdomadaires étaient passés d'échanges guindés à de véritables conversations. Ma mère avait posé des questions sur mon travail et écouté les réponses. Elle avait envoyé des cadeaux attentionnés pour le bébé, notamment des livres sur les femmes fortes de l'histoire et du matériel d'art pour quand il sera assez grand pour suivre ses passions créatives. Rien de tout cela n'a effacé les années de critique ou la blessure qui fait encore surface dans les moments non protégés, mais cela représentait un effort, une tentative sincère de réécrire notre relation sur des bases plus authentiques. Automne, dit ma mère en m'enlaçant soigneusement autour de mon ventre de femme enceinte, tu es radieuse. Tu es radieuse. Merci, maman, ai-je répondu, surprise de constater que je le pensais vraiment. Je suis heureuse que vous ayez pu venir tous les deux. Nous ne manquerions pas ça, m'a assuré mon père, qui m'a serré affectueusement l'épaule avant d'aller serrer la main du père de Jacques. Pendant que les invités se mélangeaient, j'observais ma mère avec les parents de Jacques. Ils étaient si différents, sa mère, une ancienne bibliothécaire aux cheveux bouclés et aux vêtements colorés, son père, un contremaître du bâtiment aux mains calleuses et au rire tonitruant. Pourtant, ma mère semblait sincèrement engagée dans une conversation avec eux, unie par l'arrivée imminente d'un petit enfant commun. Nathan m'a pris à part pendant un moment de calme. Je te dois des excuses, dit-il, l'air grave. Pendant toutes ces années, je n'ai pas vu ce qui se passait, à quel point nous étions traités différemment. Toi aussi, tu n'étais qu'un enfant, lui ai-je rappelé. Pourtant, a-t-il insisté. J'ai bénéficié de son favoritisme et je ne l'ai jamais contesté. Je suis désolé, Automne. Je l'ai serré dans mes bras, ce frère qui avait semblé exister dans un univers parallèle et doré. Nous sommes en train de trouver notre voie. C'est ce qui compte. Après un déjeuner décontracté, nous nous sommes réunis dans le salon pour porter un toast. Jacques s'est tenu à côté de moi, sa main reposant de manière protectrice dans le creux de mon dos. Merci à tous d'être là, a-t-il commencé. Quand Automne et moi nous sommes mariés l'année dernière sous les aurores boréales,
c'était parfait pour nous, mais il nous manquait de partager ce moment avec les gens que nous aimons. Aujourd'hui, nous avons l'impression de boucler la boucle. Et ma mère, assise à côté de mon père sur notre canapé, se tamponne discrètement les yeux. Et alors que nous nous préparons à accueillir notre fille? Jacques poursuit. La voix chargée d'émotion. Nous sommes reconnaissants qu'elle naisse dans ce cercle d'amour et d'acceptation. J'ai serré sa main, trop ému pour parler. En regardant dans la salle les visages de ceux qui avaient choisi de nous aimer tels que nous étions, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Et la famille à laquelle j'avais aspiré enfant s'était finalement matérialisée, non pas sous la forme que j'attendais, mais dans une constellation de relations fondées sur une compréhension authentique plutôt que sur l'obligation. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, ma mère s'est attardée, aidant à rassembler la vaisselle malgré mes protestations pour qu'elle se détende. Je voudrais te montrer quelque chose, dit-elle en fouillant dans son sac à main. Elle en sortit un petit carnet de croquis usés qu'elle me tendit. Je l'ai trouvé quand nous avons nettoyé le grenier. Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvaient de délicates aquarelles. Des paysages et des portraits qui révélaient un véritable talent et un sens aigu du détail. Et la signature dans le coin indiquait Éléanore Martin, le nom de jeune fille de ma mère. C'est vous qui les avez peintes, demandai-je, tournant les pages avec un étonnement croissant. Elle a acquiescé, un sourire nostalgique se dessinant sur ses lèvres. Avant que je ne me convainque que c'était irréalisable, avant que je ne me concentre tellement sur le fait de tout bien faire que j'en oublie ce qui m'apportait de la joie. J'ai étudié un tableau particulièrement beau représentant une jeune femme lisant près d'une fenêtre, la lumière capturant son expression absorbée. C'est magnifique, maman. Je me suis inscrite à un cours d'art, a-t-elle avoué, une pointe d'embarras colorant ses joues. Au centre communautaire. Juste une fois par semaine. Ton père trouve que c'est une excellente idée. L'image de ma mère perfectionniste devant un chevalet, embrassant le désordre de la créativité, était presque trop extraordinaire pour être envisagée. Pourtant, c'était la preuve qu'elle s'efforçait de renouer avec le moi qu'elle avait enterré, le moi qui pourrait mieux comprendre sa fille. Je suis fière de toi, lui ai-je dit, les mots me semblant étranges et pourtant juste sur ma langue. Elle a paru surprise, puis touchée, peu habituée à recevoir des compliments de la part de l'enfant qu'elle avait si rarement félicité. J'essaie, automne. Je ne peux pas promettre que je ne déraperai pas parfois. De ne pas retomber dans mes vieux travers. Mais j'essaie. C'est tout ce que nous pouvons faire, ai-je dit doucement. Après le départ de nos invités, Jacques et moi nous sommes effondrés sur le canapé, les pieds appuyés sur la table basse, en observant le joyeux désordre de notre appartement. Le rocking chair de ma grand-mère trônait dans un coin, semblant déjà lui appartenir. Les murs affichaient des photos de notre voyage ensemble, dont un nouveau portrait de famille pris ce jour-là. Les 3 générations réunies. Cela s'est mieux passé que je ne l'espérais, a dit Jacques, en passant son bras autour de mes épaules. Je me suis appuyée contre lui, sentant notre fille donner des coups de pied énergiques, ma mère utilisant le mot « merveilleux » pour décrire ma photographie. Nathan s'excusant pour son rôle dans la dynamique familiale. Je suis encore en train d'assimiler. Les gens peuvent vous surprendre, a observé Jacques, parfois même de manière positive. 3 semaines plus tard, notre fille Emma Grace Taylor est venue au monde après 22 heures de travail. Elle avait mes yeux, le menton de Jacques et un esprit déterminé qui s'est manifesté dès son premier cri puissant. Mes parents sont arrivés à l'hôpital le lendemain, ma mère portant un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. Pour Emma, dit-elle en le posant sur le lit à côté de moi. Et pour toi. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une petite breloque. Un appareil photo d'un côté et un pinceau de l'autre, pour lui rappeler qu'elle a la créativité dans le sang, a expliqué ma mère, des 2 côtés. Alors qu'elle tenait sa petite fille dans ses bras pour la première fois, j'ai vu le visage de ma mère s'adoucir, la façade de perfection soigneusement entretenue cédant la place à un véritable émerveillement. Elle est extraordinaire, a-t-elle chuchoté. C'est vrai, j'en conviens. Et elle trouvera sa propre voie, quelle qu'elle soit. Ma mère a croisé mon regard, comprenant la douce limite qui était établie, et elle sera là pour la soutenir, quel que soit son choix. Dans cette chambre d'hôpital, tenant ma fille dans les bras et entourée de la famille dans laquelle j'étais née et que j'avais choisie, j'ai réalisé que le voyage n'avait jamais eu pour but d'obtenir l'approbation de ma mère. Et il s'agissait de trouver le courage de m'approuver moi-même, de faire confiance à mes propres instincts.
De construire une vie authentiquement conforme à mes valeurs plutôt qu'aux attentes héritées. Le cycle de critique et d'amour conditionnel qui avait façonné mon enfance prendrait fin avec moi. Emma grandirait en sachant qu'elle était suffisante, exactement comme elle était. Elle serait encouragée à explorer, à créer, à suivre sa curiosité partout où elle l'amènerait. Elle comprendrait que la famille est synonyme d'acceptation et non de performance. Alors que je regarde Emma dormir dans son berceau. Ce soir, âgée de près d'un mois et déjà si distincte dans ses préférences et ses expressions, je m'émerveille du voyage qui nous a menés jusqu'ici. La douleur de ne jamais être à la hauteur, le courage de tracer ma propre voie malgré la désapprobation, la joie de trouver un partenaire qui me voit entièrement, la difficile réconciliation avec ma famille. Tout cela a fait de moi la mère que je veux être pour eux. Elle est le point et la vie ne suit pas un scénario parfait. Les relations ne se rétablissent pas du jour au lendemain. Mais en choisissant l'authenticité plutôt que l'approbation, en me tenant fermement à ma vérité lors du mariage de mon frère, j'ai trouvé un chemin inattendu vers la guérison. Pas la version du conte de fées où tout est résolu par magie, mais la réalité désordonnée, imparfaite et magnifique d'une famille qui apprend à mieux aimer, une conversation difficile à la fois. Emma slite dans son sommeil, sa petite main s'enroule autour de mon doigt avec une force surprenante. Dans sa poigne, je sens la promesse d'une nouvelle génération, une génération élevée pour valoriser l'authenticité plutôt que l'apparence, la créativité plutôt que le conformisme, l'amour plutôt que l'accomplissement. Certaines traditions familiales méritent d'être conservées. D'autres méritent d'être doucement mais fermement mises au repos. La sagesse consiste à savoir faire la différence. De quelle tradition ou attente familiale avez-vous dû vous libérer pour vivre de manière authentique ? Avez-vous déjà dû prendre une position difficile pour protéger votre propre bonheur? Commentez ci-dessous vos expériences et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si cette histoire a résonné en vous. Merci de m'avoir écouté et puissiez-vous toujours trouver le courage de défendre votre vérité, même lorsque la salle se tait.